Mes chers amis, je souhaitais revenir avec vous sur un sujet qui nous concerne tous, nous, les citoyens du XXIe siècle, perdus dans la jungle numérique qui grandit chaque jour un peu plus autour de nous. Ce sujet, c'est la protection de vos données les plus intimes. Utilisateurs d'Internet, nous devenons chaque jour plus dépendants des GAFAM, les géants de la Big Tech américaine, qui finissent par détenir un véritable pouvoir sur nos vies de citoyens français et européens. L'Union européenne s'est mise en tête de nous protéger face à ces nouveaux défis numériques. La Commission européenne nous propose la création d'un portefeuille européen d'identité numérique, afin de faciliter nos vies, évidemment. D'ici 2030, les principaux services publics devraient être disponibles en ligne. Tous les citoyens européens devraient avoir accès à leur dossier médical et 80% devraient pouvoir utiliser une solution d'identification électronique. Une fois dans le système, nous n'aurons plus besoin de carte d'identité, de carte bancaire, de carte de transport. Nous montrerons un QR code qui sera scanné par un policier ou un agent de sécurité. Puis s'ouvrira l'ère du marché des objets connectés où nous disposerons de bracelets électroniques et montres connectées que nous aurons juste à faire biper devant les bornes automatiques. Plus besoin de faire la queue, un bip, on passe et la vie continue. Et l'étape d'après, un tatouage, une puce sous la peau? Ne souriez pas. En Suède, une entreprise a déjà commencé à implanter sous la peau des volontaires des microchips, c'est-à-dire des micropuces électroniques qui contiennent les données du pass sanitaire qui est devenu un pass vaccinal. Invisible, insensible et collectant toutes vos données financières, fiscales, judiciaires, médicales, l'identité numérique est un saut quantique et il n'y aura pas de retour en arrière. Vous serez considéré comme un citoyen irresponsable, un sous-citoyen comme l'a suggéré Emmanuel Macron. C'est maintenant que notre avenir se décide. Le présent est loin de nous rassurer, mais nous pouvons encore changer. Et comptez sur moi, sur nous, pour vous défendre et poser les bonnes questions qui dérangent. Par le port du masque et de protection, la reconnaissance faciale actuellement promue par le régime chinois comme un outil de gestion sanitaire est également un outil de contrôle politique de ces minorités ethniques. Enfin, le gouvernement chinois poursuit en 2020 le déploiement de son système de crédit social. Les individus aux notes trop basses peuvent subir des restrictions quant aux possibilités de postuler à certains emplois, d'inscrire leurs enfants dans certaines écoles, voire de prendre des transports en commun. Pouvez-vous nous en dire plus, ou pour nous rassurer surtout, en nous confirmant que ce passeport sanitaire européen, qui rentrera dans ce portefeuille européen d'identité numérique, respectera les libertés individuelles de nos concitoyens et que l'Union européenne ne suit pas le modèle de contrôle social chinois? 시민들을 불러 모아 리셋에 저항하고 있는 의원도 르펜의 오른팔이었고 접종과 디지털 아이디를 막고 있는 의원도 바로 르펜계 의원이라고 할 수가 있습니다. D'abord, je voudrais remercier Madame la Présidente d'avoir rappelé les faits. Et je le rappelle aussi, oui, où est Monsieur Bourla? Pourquoi n'est-il pas ici? L'Union européenne, c'est le plus gros marché de Pfizer avec 2,4 milliards de doses pour minimum 36 milliards d'euros et il n'a pas 10 minutes à nous consacrer. Alors comment voulez-vous renforcer la confiance? Il préfère les SMS et tweeter pour dire qu'il a le Covid tous les 3 mois, mais qu'il va bien grâce aux doses de Pfizer et aux pilules Paxlovid. Vous ne voulez pas parler de prix, dont acte. Alors, on va parler d'autre chose, les effets secondaires qui ont un prix. Le dernier rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament répertorie en France plus de 30 000 cas graves. J'ai été coupée. Vos actionnaires Pfizer veulent savoir. Cette irresponsabilité ne vous pose pas de problème? Monsieur Ryan, j'ai 3 sujets à vous exposer. La première, ça concerne la plateforme YouTube qui efface les contenus qui contredisent le consensus des experts d'autorités sanitaires locales ou de l'Organisation mondiale de la santé au sujet du vaccin contre le Covid. Les vidéos du docteur Robert Malone sont toutes censurées. Est-ce que l'entreprise YouTube a-t-elle contacté l'OMS pour décider quels contenus doivent être censurés en ce qui concerne les myocardites? Quel est le processus? Et dans le cadre de l'accord mondial de l'OMS sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies que vous souhaitez contraignantes, comment allez-vous imposer vos points de vue? Et pourrait-on avoir ces 14 amendements? Je vous remercie. C'est pourquoi je veux vous informer de ce nouveau traité OMS négocié en catimini. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale pour la santé fondée en 1948 à Genève, une organisation interétatique qui reçoit aussi des financements privés, certains disent trop. C'est difficile de comprendre comment l'OMS organise son budget, mais on sait que la fondation défiscalisée de Bill Gates, par exemple, a financé en 2020-2021 les programmes de l'OMS directement et indirectement via Gavi à hauteur d'environ 1 milliard d'euros, soit 10 fois la contribution de la France. À l'OMS, la fondation Gates est particulièrement visible sur les budgets des activités vaccins ou planification stratégique.
En 2018, près de la moitié des contributions volontaires du budget des équipes des négociations de traités entre États étaient financées par la Fondation Gates. Ce qui nous ramène à ce traité en préparation. L'élaboration d'un accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies a été lancée par le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, lors du Forum sur la paix de Paris en novembre 2020. La négociation a formellement débuté en décembre 2021 avec un secrétariat de l'OMS. Ce travail est effectué en parallèle à une potentielle révision du règlement sanitaire international qui existe depuis 2005. Les négociations ont débuté réellement en février dernier avec une étape cruciale en décembre 2022 et une conclusion qui sera soumise à la 77e Assemblée mondiale de la santé en 2024. Évidemment, l'objectif est louable. Mieux riposter face à la prochaine pandémie. En situation d'urgence, il faut compter sur soi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Est-ce que l'idée derrière cet accord mondial ou dans la révision des règles sanitaires internationales est de créer une sorte de loi contraignante pour les États signataires qui ratifient la Convention ? Ce serait alors la fin de la souveraineté dans un domaine régalien. Après le numérique, l'énergie, la nourriture, puis l'armée, allons-nous aussi accepter de subir cela pour la santé ? Déjà que ce gouvernement méprise nos infirmières, nos hôpitaux et nos anciens, il y a un flou sur ce sujet qui est négocié. Lors de son audition au Parlement européen, le 27 octobre, le représentant de l'OMS, Michael Ryan, a refusé de communiquer aux parlementaires le texte des 14 amendements en discussion. Alors je vous le demande, est-ce qu'on est encore en démocratie quand des bureaucrates non élus refusent de communiquer un projet de loi aux élus du peuple ?